Le plus beau jour de ma vie est devenu le plus sombre. Les funérailles de mon mari n'étaient pas encore terminées que ma belle-fille m'a déjà acculée dans le bureau de mon mari. Elle m'a dit « Tu as 64 ans. Qu'est-ce que tu vas faire au juste avec 53 millions d'euros ?» Mon fils Marc se tenait derrière elle, les bras croisés, évitant mon regard. Il pensait que j'étais une vieille femme, sans défense. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais une femme qui avait été aimée. Mon mari Robert avait tout prévu pour me protéger. Armé de ses mots et de son amour, j'ai orchestré une contre-attaque sans précédent. Suivez mon histoire jusqu'au bout et découvrez comment un dernier geste d'amour de mon mari m'a donné le courage de me battre pour ce qui m'appartenait et de démasquer la trahison de ma famille. Et commentez avec le nom de la ville d'où vous m'écoutez pour que je voie jusqu'où mon récit a voyagé. Les fleurs des funérailles embaumaient encore lorsque Victoire, ma belle-fille, m'a acculée dans le bureau de Robert. L'odeur d'Élie s'accrochait à ma robe noire, alors que je me tenais là entourée par 43 années de la vie de mon mari. C'est à ce moment-là qu'elle a porté le coup qui allait tout changer. « Soyons francs, Hélène », a dit Victoire, ses doigts parfaitement manucurés tambourinant sur le bureau en acajou de Robert. « Tu as 64 ans. Qu'est-ce que tu comptes faire, au juste, avec 53 millions d'euros ?» Mon fils Marc se tenait derrière elle, les bras croisés, évitant mon regard. Le même petit garçon que j'avais bercé pour l'endormir soigné pendant ses fièvres encouragées lors de ses matchs de foot du dimanche. Maintenant, il me regardait comme si j'étais un obstacle à surmonter. Je me suis agrippée au bras du fauteuil en cuir de Robert, celui où il passait d'innombrables soirées à lire pendant que je faisais mes mots croisés près de lui. « C'est ma maison », ai-je murmuré, ma voix, à peine audible. Robert et moi avons construit cette vie ensemble. Victoire a éclaté de rire un son sec qui a déchiré le silence de la maison. « Construit quoi ? Tu as joué à la maîtresse de maison pendant que Robert bâtissait un empire. Sais-tu seulement comment gérer une telle somme ? Tu fais encore tes comptes à la main sur ton chéquier. » Ces mots m'ont piqué au vif parce qu'ils contenaient une part de vérité. J'avais toujours laissé les finances à Robert. Il y avait insisté, en fait, voulant que je me concentre sur notre foyer, notre famille. Aujourd'hui, cela me semblait appartenir à une autre vie. « Les avocats nous attendent jeudi matin », a finalement dit Marc, sa voix plate et professionnelle. « Nous avons déjà préparé les documents. Tu signes pour renoncer à tes droits sur l'héritage. Et nous nous assurerons que tu sois confortablement installé dans une belle maison de retraite. Une maison de retraite. Mes jambes se sont dérobées. » Je me suis laissé tomber dans le fauteuil de Robert et l'expression de Victoire s'est immédiatement durcie. « Ne fais pas de drame, Hélène. La résidence Les Jours Heureux est charmante. Ils ont le loto, le mercredi. » Son ton était condescendant, celui qu'on emploie avec un enfant confus. « Tu auras tout ce dont tu as besoin. Des soins médicaux, des activités des gens de ton âge. » Robert m'a laissé cette maison dans son testament, et je dis bien que ma voix manqua de conviction. L'avait-il fait ? Dans le chaos de ces derniers jours, les visites à l'hôpital, les médicaments, je n'avais pas pensé aux documents légaux. Victoire a échangé un regard avec Marc, et j'ai surpris quelque chose dans ce regard, quelque chose qui m'a glacé le sang. Maman, a dit Marc, utilisant ce ton formel qu'il avait adopté il y a des années en épousant Victoire. Papa n'avait plus toute sa tête vers la faim. Les médicaments, le stress d'être malade. Il a pris des décisions discutables. Des décisions discutables. Je me suis levée si vite que le fauteuil a tourné sur lui-même. L'esprit de ton père a été vif jusqu'au jour de sa mort. Vraiment. Victoire a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler quelque chose. Parce que j'ai des enregistrements de lui m'appelant Marguerite le mois dernier. C'était le nom de sa première femme, n'est-ce pas ? Celle qui est morte 20 ans avant qu'il ne te rencontre. La pièce a vacillé. Robert avait été confus ce jour-là, oui. Mais les médecins avaient dit que c'était normal avec les antidouleurs, n'est-ce pas ? Il m'a aussi demandé de lui rappeler l'âge de son petit-fils, a poursuivi Victoire, sa voix prenant un ton faussement compatissant. Nous n'avons pas d'enfants, Hélène. Marc et moi sommes mariés depuis 8 ans, et nous n'avons pas d'enfants. J'avais l'impression de me noyer. Robert avait de mauvais jours, mais à ce point Marc a interrompu. « Maman, il a oublié votre anniversaire l'année dernière. » Il n'arrêtait pas de demander pourquoi il y avait des fleurs dans la maison. Ce n'était pas vrai. Robert avait été fatigué, oui,
mais il s'était souvenu de notre anniversaire. Il m'avait offert les boucles d'oreilles en perles que je portais à cet instant même. Ma main est allée instinctivement à mon oreille, touchant la surface lisse de la perle. « Nous n'essayons pas de te faire du mal », a dit Victoire en se rapprochant. « Nous essayons de te protéger, et honnêtement, nous essayons de protéger l'héritage de Robert. Veux-tu qu'on se souvienne de lui comme de l'homme dont la veuve âgée a tout perdu à cause d'escrocs? Je ne suis pas âgée, ai-je dit faiblement, détestant le son pathétique de ma voix. Tu n'es pas jeune non plus, a répliqué Victoire. Hélène, sois réaliste. Que ferais-tu de cette maison? Elle fait 600 mètres carrés. Tu y errerais comme un fantôme. Et l'argent? Les banquiers d'affaires feraient la queue pour profiter de toi dès qu'ils apprendraient que tu es une riche veuve. Elle a dépeint un tableau qui me terrifiait. Moi seule dans cette immense maison, prenant des décisions financières que je ne comprenais pas, me faisant lentement dépouiller de tout ce pour quoi Robert avait travaillé. Peut être qu'elle avait raison. Peut être que j'étais trop vieille, trop naïve, trop confiante. Les papiers sont simples, a dit Marc, sortant un dossier du tiroir du bureau de Robert. L'avait-il préparé à l'avance? Tu nous transfères tes droits sur l'héritage et nous nous assurerons que tu sois prise en charge à vie. Tu auras une allocation mensuelle, une couverture médicale complète et nous te rendrons visite régulièrement. Visite? J'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé. Quand ses yeux étaient-ils devenus si froids? Marc, c'est ma maison. C'est ici que ton père et moi. Ou vous quoi? La voix de Victoire est redevenue tranchante. Avais eu un mariage. Hélène, ne prétendons pas que c'était une grande histoire d'amour. Tu étais la seconde femme de Robert. Son prix de consolation après la mort de Marguerite. La cruauté de ses paroles m'a coupé le souffle. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu avais 21 ans quand tu l'as épousé, il en avait 45, un veuf avec un bébé. Tu étais sa nounou et tu étais là bien pratique. Chaque mot était une flèche soigneusement décochée, car il y avait une part de vérité en eux bien que tordue. J'avais été jeune quand j'avais épousé Robert. J'avais d'abord été la nounou de Marc. Mais Robert m'avait aimée. Il m'avait choisi. Il avait construit une vie avec moi. Signe les papiers, Hélène, a dit Victoire, sa voix retrouvant cette fausse douceur. Arrête de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Nous sommes une famille. Nous essayons de t'aider. J'ai fixé les documents que Marc me tendait. Un langage juridique que je ne comprenais pas, mais l'intention était claire. Il voulait que je disparaisse discrètement, que je m'efface, pour qu'il puisse hériter de tout, sans l'inconvénient de s'occuper de la veuve de Robert. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je réussi à dire. Le sourire de Victoire n'a pas faibli, mais quelque chose de dangereux a vacillé dans ses yeux. Bien sûr. Mais Hélène ne prend pas trop de temps. Ses places au jour heureux ne restent pas disponibles éternellement. La menace était à peine voilée. Signe pour céder l'héritage, où il trouverait un autre moyen de se débarrasser de moi. Alors qu'il quittait le bureau, je suis restée figée dans le fauteuil de Robert, entourée de ses livres, de ses récompenses, de ses photographies. Sur chaque photo où nous apparaissions ensemble, j'avais l'air heureuse. Nous avions l'air heureux. M'étais-je menti à moi-même pendant 43 ans? Mes mains tremblaient alors que je cherchais le téléphone pour appeler notre avocat de famille, mais je me suis arrêtée. Connaissais-je seulement son numéro? Robert s'était toujours occupé de ces choses. Peut être que Victoire avait raison. Peut être que je n'étais qu'une vieille femme naïve qui avait été protégée du monde réel pendant trop longtemps. Mais alors que j'étais assise là dans l'obscurité grandissante, quelque chose me chicotait. Quelque chose dans la façon dont Victoire avait été si préparée, si prompte, avec ses mots cruels et ses documents juridiques. Quelque chose dans la rapidité avec laquelle Marc avait sorti ses papiers du propre bureau de Robert. Depuis combien de temps planifiait-il cela? La maison semblait différente maintenant, comme si elle m'échappait déjà. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que Robert ne m'aurait jamais laissé sans défense. Il devait y avoir quelque chose que je ne voyais pas, quelque chose que Victoire et Marc ne savaient pas. 3 jours après l'ultimatum de Victoire, je me suis retrouvée debout dans la chambre de Robert à 3 heures du matin, incapable de dormir. Le lit semblait immense,
sans lui froid malgré la couverture chauffante que j'avais réglée au maximum. Tout dans cette pièce portait des souvenirs, mais ce soir il semblait souillé par les mots de Victoire. Je triais lentement les affaires de Robert, essayant de décider quoi garder, quoi donner. Il était plus facile de se concentrer sur les tâches pratiques que de penser au papier que Marc voulait que je signe. Mais en ouvrant le tiroir de sa table de chevet à la recherche des lunettes de lecture qui égaraient toujours mes doigts, ont effleuré quelque chose d'inattendu. Un petit dictaphone numérique du genre que Robert utilisait pour dicter des lettres commerciales il y a des années. Je pensais qu'il avait arrêté de l'utiliser quand il avait eu son smartphone. Mes mains tremblaient en appuyant sur lecture. La voix de Robert a empli la pièce. Faible, mais indéniablement lucide. « Hélène, si tu entends ceci, c'est que je suis partie et qu'ils ont commencé leur manigance. » J'ai failli laisser tomber l'appareil. Cet enregistrement était récent. Je pouvais entendre le léger râle dans sa voix qui s'était développé pendant sa maladie. Je les ai observés, ma chérie, Marc et Victoire. Je sais ce qu'ils prévoient et j'ai pris des mesures pour te protéger. Ne signe rien. Quoi qu'ils te disent sur ma confusion ou mon incompétence, ne les crois pas. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que les voisins pouvaient l'entendre. Robert avait su. Il avait su ce qu'il préparait. Vérifie derrière mes livres sur la 3e étagère. La collection de Camus dans la Pléiade. Il y a quelque chose que tu dois voir. D'une main tremblante, je suis allée à son bureau et j'ai retiré les œuvres de Camus. Derrière, il y avait un dossier cartonné et épais de documents, de relevés bancaires, d'emails, de photographies. Alors que je les étalais sur son bureau, un tableau s'est dessiné qui m'a retourné l'estomac. Des virements bancaires du compte personnel de Robert vers l'entreprise de Marc, mais pas ceux légitimes dont Robert m'avait parlé. C'étaient des montants plus petits, 50 000 ici, 30 000 là. Tous marqués comme des prêts personnels qui n'avaient jamais été remboursés. En 2 ans, Marc avait pris près d'1 demi-million d'euros. Mais ce n'était pas le pire. Les emails m'ont glacé le sang. De Marc à Victoire, daté de 6 mois. Le vieil homme devient méfiant. Nous devons accélérer le calendrier. La réponse de Victoire. Je travaille à l'isolé d'Hélène. Je l'ai déjà convaincue qu'elle dépense trop d'argent. Il commence à remettre en question ses achats. Je me suis souvenu de cette dispute. Robert m'avait confronté à propos d'une dépense de 800 € aux Galeries Lafayette. J'étais confuse car je n'y avais pas mis les pieds depuis des mois, mais en vérifiant mon relevé de carte de crédit, la dépense était bien là. J'avais supposé que c'était une erreur. Et je comptais appeler la banque. Mais Robert est tombé plus malade. Et j'ai oublié. Maintenant, je le voyais clairement dans les emails de Victoire. J'ai utilisé le numéro de carte d'Hélène pour ma virée shopping. Robert est déjà méfiant. Timing parfait. La cruauté méthodique de leur plan m'a coupé le souffle. Ils m'avaient monté en épingle, me faisant passer pour une dépensière irresponsable pendant qu'ils vidaient les comptes de Robert. J'ai ensuite trouvé des photographies, des photos prises avec un téléobjectif de moi déjeunant avec mon ami Dominique dans un bon restaurant en bord de Marne. Des photos innocentes, mais accompagnées de notes manuscrites de Victoire. Hélène avec un ami masculin. 14h30 mardi. Semblait très intime. L'ami masculin était le frère de Dominique, âgé de 70 ans, en visite de Lyon. Nous avions déjeuné et parlé de ses petits-enfants, mais Victoire avait fait en sorte que cela ressemble à une liaison. D'autres emails révélaient leurs plans, avec des détails horrifiants. Ils avaient œuvré pour convaincre Robert que j'étais infidèle, irresponsable avec l'argent, et que je montrais peu, être moi-même des signes de démence. Victoire avait même fait des recherches sur les symptômes précoces d'Alzheimer pour semer le doute dans l'esprit de Robert, de Marc à Victoire, continue de pousser sur sa mémoire. Pose-lui des questions sur des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Quand elles semblent confuses, fais-le remarquer à papa. Je me souvenais maintenant de toutes ces fois où Victoire m'avait posé des questions sur des projets que nous étions censés avoir fait, des conversations que nous étions censés avoir eues. Quand je ne m'en souvenais pas, elle prenait cet air inquiet et suggérait que je devrais peu être voir un médecin. Mais la découverte la plus dévastatrice fut un échange d'emails concernant leur projet après la mort de Robert. De Victoire à Marc, les jours heureux coûtent 3 200 € par mois. Si nous pouvons faire déclarer Hélène incompétente, nous pouvons devenir ses tuteurs financiers. Elle ne verra jamais un centime de l'héritage et nous pourrons vendre la maison immédiatement. La réponse de Marc ? Parfait. Elle est déjà isolée de ses quelques amis.
Personne ne remettra en question nos décisions concernant ses soins. J'ai dû courir aux toilettes. La trahison était si totale, si calculée que mon corps ne pouvait pas la supporter. Ils n'avaient pas seulement prévu de voler mon héritage. Ils avaient prévu de me faire déclarer mentalement incompétente et de m'enfermer dans une maison de retraite pendant qu'ils dépensaient l'argent de Robert. Quand je suis retournée au bureau, j'ai trouvé d'autres preuves. Des emails imprimés entre Victoire et un certain docteur Régis Blanchard, un psychiatre spécialisé dans les évaluations de la santé mentale des personnes âgées. Victoire, nous aurons besoin d'une évaluation professionnelle indiquant que Madame Dubois n'est plus capable de gérer ses affaires. Elle a montré des signes de confusion et de perte de mémoire. Pouvez-vous nous recevoir la semaine prochaine? Docteur Blanchard, il me faudra des preuves documentées de déclin cognitif. La famille peut-elle fournir des exemples précis? Victoire, bien sûr. Nous avons tenu des registres détaillés. Les registres détaillés étaient un dossier de mensonges. Victoire avait documenté chaque moment où j'avais semblé confuse, mais elle avait elle-même créé la plupart de ces moments. Des fois où elle m'avait donné de fausses informations sur des rendez-vous, puis avait agi avec inquiétude quand je me présentais le mauvais jour. Des fois où elle m'avait interrogé sur des événements qui n'avaient jamais eu lieu, puis avait noté mes lapsus de mémoire quand je ne pouvais pas m'en souvenir. Le portrait qui se dessinait était celui d'une femme perdant lentement la raison. Si je n'avais pas trouvé ces documents, si j'étais entrée dans cette évaluation psychiatrique sans préparation, le docteur Blanchard m'aurait déclarée incompétente sur la base des preuves fabriquées par Victoire. Je me suis assise dans le fauteuil de Robert, entourée par les preuves de la trahison de mon fils et de ma belle-fille, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Pas seulement de la peine ou de la colère, mais une rage froide et lucide. Ils avaient systématiquement détruit ma réputation, ma relation avec mon mari et mon avenir. Mais Robert avait su. Le dictaphone prouvait qu'il avait compris leur jeu. Et s'il avait caché ses documents pour que je les trouve, qu'avait-il préparé d'autres? J'ai fouillé dans d'autres de ses affaires, mes mouvements guidés par une détermination croissante. Dans son placard derrière des manteaux d'hiver qui sentaient son eau de Cologne, j'ai trouvé un coffre-fort dont j'ignorais l'existence. La combinaison était notre date de mariage. À l'intérieur se trouvait une lettre qui m'était adressée de l'écriture de Robert, ainsi que des cartes de visite pour 3 avocats différents. Pas l'avocat de la famille que Marc avait mentionné, mais des cabinets privés spécialisés dans le droit des aînés et la protection du patrimoine. « Ma très chère Hélène », commençait la lettre, « si tu lis ceci, tu as trouvé la preuve de leur trahison. Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger de cette vérité, mais je ne pouvais pas agir sans preuve. J'ai rassemblé des preuves pendant des mois, et j'ai pris des mesures pour m'assurer qu'ils ne puissent pas te faire de mal. » La lettre expliquait ensuite que Robert était au courant de leur manipulation depuis près d'1 an. Il avait engagé un détective privé, changé son testament sans le dire à personne et mis en place des protections dont Marc et Victoire ne savaient rien. « Ils pensent que j'étais un vieil homme confus dans mes derniers mois », écrivait-il. Je les ai laissés le penser. C'était plus facile de les prendre à leur propre piège quand ils pensaient que je ne faisais pas attention. En tenant la lettre de Robert, j'ai réalisé que Victoire et Marc n'étaient pas les seuls à avoir joué un jeu. Robert avait joué aussi, et il avait plusieurs coups d'avance sur eux. Mais la phrase la plus importante de sa lettre était à la fin « Ne signe rien avant d'avoir rencontré mon avocat. Maître Jacques Dubois, c'est tout. Fais-lui confiance et fais confiance au plan que nous avons élaboré ensemble. » J'ai regardé la carte de visite de Maître Jacques Dubois, avocat à la cour. L'adresse de son cabinet était de l'autre côté de la ville, loin de l'avocat de la famille mentionné par Marc. C'était l'avocat secret de Robert, celui qui connaissait la vérité sur tout. Pour la première fois depuis la mort de Robert, j'ai ressenti de l'espoir. Mon mari ne m'avait pas laissé sans défense après tout. Il avait vu ce qui se préparait et s'y était préparé. Victoire et Marc pensaient avoir affaire à une veuve naïve et en deuil. Ils n'avaient aucune idée que Robert avait planifié sa propre stratégie depuis le début. J'ai serré la lettre de Robert contre ma poitrine et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Mon fils et ma belle-fille nous avaient sous-estimés tous les deux. Il était maintenant temps de découvrir exactement ce que Robert avait prévu pour leur trahison. Le cabinet d'avocats de Maître Jacques Dubois ne ressemblait en rien au marbre poli et à l'acajou que j'avais imaginé.
Situé dans un immeuble modeste près de Bastille, il ressemblait plus à un cabinet de médecin de famille qu'à un endroit où l'on gérait des successions de 53 millions d'euros. Mais lorsque la réceptionniste m'a conduite à son bureau privé, j'ai compris pourquoi Robert l'avait choisi. Les murs étaient tapissés de photographies de clients âgés de lettres de remerciement et de certificats d'organisation protégeant les aînés contre l'abus financier. Ce n'était pas seulement un cabinet d'avocats. C'était un sanctuaire pour les gens comme moi. « Madame Dubois », a dit maître Dubois en se levant à mon entrée. Il était plus jeune que je ne l'avais prévu peu, être 50 ans avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. J'attendais votre appel. Robert m'avait dit que vous trouveriez votre chemin jusqu'ici quand vous seriez prête. Il vous a dit que je viendrais. Il m'a dit beaucoup de choses. Maître Dubois m'a indiqué un fauteuil confortable en face de son bureau. Votre mari était un homme très méticuleux, Madame Dubois, très protecteur envers les gens qu'il aimait. Je me suis installée dans le fauteuil serrant mon sac à main avec la lettre de Robert à l'intérieur. Depuis combien de temps saviez-vous pour Marc et Victoire ? Robert m'a contacté pour la première fois il y a 8 mois. Il soupçonnait que quelque chose n'allait pas, mais ne pouvait pas le prouver. Au cours des mois suivants, nous avons monté un dossier ensemble. Maître Dubois a sorti un épais dossier étiqueté Succession Dubois, confidentiel. Votre mari était plus intelligent que son fils ne le pensait. Le mot « fils » est sorti avec une légère pointe, et j'ai réalisé que Maître Dubois avait aussi vu les preuves de la trahison de Marc. Robert a engagé une détective privée, a poursuivi Maître Dubois en ouvrant le dossier. Une ancienne agente de la DGSI nommée Sarah Martin. Elle a tout documenté, le vol financier, la manipulation, les plans, pour vous faire déclarer incompétente. Il m'a tendu une photographie et j'ai eu le souffle coupé. Elle montrait Victoire et Marc dans un restaurant cher, trinquant au champagne. Le redatage indiquait qu'elle avait été prise le lendemain du diagnostic de Robert, alors qu'ils étaient censés être dévastés par la nouvelle. Sarah a enregistré leur conversation, a dit Maître Dubois. Souhaitez-vous entendre ce qu'il pensait vraiment de la maladie de votre mari ? J'ai hoché la tête bien qu'une partie de moi redouta ce que j'allais entendre. Maître Dubois a appuyé sur lecture sur un petit appareil. La voix de Victoire a rempli la pièce claire et froide. Enfin, je me demandais combien de temps il faudrait attendre que le vieil homme claque. La réponse de Marc m'a retourné l'estomac. Le timing est parfait. Hélène est déjà émotionnellement fragile. On peut s'en servir. Et si elle devient méfiante, elle ne le deviendra pas. Elle a dépendu de papa pour toute sa vie. Elle n'a aucune idée de comment gérer les situations du monde réel. J'ai fermé les yeux, mais la voix douce de Maître Dubois m'a ramené à la réalité. Il y a plus, Madame Dubois. Ils ont discuté de leur plan en détail. L'enregistrement a continué. Victoire décrivant comment il m'isolerait. De mes amis me ferait douter de ma propre mémoire et finirait par me faire interner dans un établissement où je n'aurais aucun contrôle sur mes finances. Le plus beau, continuait la voix de Victoire, c'est qu'Hélène nous remerciera de nous occuper de tout. Elle est tellement habituée à ce qu'on s'occupe d'elle qu'elle verra ça comme de la gentillesse. Et le testament de papa, a demandé Marc sur l'enregistrement. Il montre déjà des signes de confusion. Si besoin, on pourra le contester. Prétendre qu'il n'était pas mentalement compétent quand il l'a écrit. Avec Hélène déclarée incompétente aussi, nous serons les seuls héritiers restants. Mais ensuite, Marc a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Et s'il change le testament, il pose beaucoup de questions sur nos affaires ces derniers temps. Le rire de Victoire était sec et cruel. Laisse-le le changer. Les changements de dernière minute d'un vieil homme confus dans son testament, n'importe quel juge verrait ça comme une preuve d'incompétence mentale. Nous sommes couverts dans tous les cas. Maître Dubois a arrêté l'enregistrement. Ils ont sous-estimé votre mari, Madame Dubois. Robert n'a jamais été confus. Il enquêtait. Mais il semblait si... J'ai cherché mes mots. Il y avait des moments où il semblait vraiment perdu. Il jouait la comédie, a dit Maître Dubois doucement. C'était le seul moyen de rassembler des preuves sans les rendre méfiants. Robert les a laissés penser qu'il le manipulait, alors qu'en réalité il documentait tout ce qu'il faisait. Maître Dubois a ouvert une autre section du dossier, révélant des photographies, des relevés bancaires et des transcriptions de conversations enregistrées. Votre mari a passé des mois à monter ce dossier. Il savait que le moment venu, il aurait besoin de preuves irréfutables de leurs intentions.
Quel genre de preuves? Des enregistrements vidéo d'eux discutant de leur plan pour voler la succession, des relevés bancaires montrant les retraits non autorisés de Marc, des preuves de la fraude à la carte de crédit de Victoire, et surtout la documentation de leur plan pour vous faire déclarer, mentalement, incompétente. J'ai fixé les preuves étalées sur le bureau de Maître Dubois. Comment a-t-il pu rassembler tout ça sans qu'il le sache? Maître Dubois a souri. Votre mari était plus doué en technologie qu'il ne le laissait paraître. Il a installé des caméras dans son bureau, enregistré des conversations téléphoniques et a même porté un micro lors de certaines de leurs visites. Sarah Martin l'a aidé à tout mettre en place. L'image est devenue plus claire. Toutes ces fois où Robert semblait somnoler pendant les visites de Marc et Victoire, il enregistrait leurs conversations. Quand il leur demandait de répéter des choses parce qu'ils n'entendaient pas bien, il s'assurait que le micro capte chaque mot. La confusion due aux médicaments était aussi une comédie, a poursuivi Maître Dubois. Robert a été lucide jusqu'à la toute fin, mais il leur a laissé croire que les médicaments affectaient son esprit parce qu'ils révélaient davantage de leur plan quand il pensait qu'ils n'écoutaient pas vraiment. Je me suis souvenu de ces dernières semaines, de la façon dont Robert fixait parfois le vide pendant les visites de Victoire, de la façon dont il posait les mêmes questions à plusieurs reprises. Je m'étais inquiété de son état mental, mais il jouait pour un public de 2 personnes. Il vous a protégé de la seule manière possible, a dit Maître Dubois, en leur laissant croire qu'ils avaient déjà gagné. Et le testament, l'expression de Maître Dubois, est devenue sérieuse. C'est là que le plan de votre mari devient vraiment brillant. Il a créé plusieurs versions de son testament au cours de l'année écoulée. Celles que Marc et Victoire connaissent, celles qu'ils attendent leur legs, effectivement la majeure partie de la succession avec des dispositions pour vos soins au jour heureux. Mon cœur s'est serré. Alors ils avaient raison, sûr. Non. La voix de Maître Dubois était ferme. Ce testament était un leurre. Robert s'est assuré que Marc et Victoire, en voie des ébauches, a laissé des copies là où il pouvait les trouver. Il voulait qu'ils se sentent confiants quant à leur héritage. Un leurre. Le vrai testament, celui qui est juridiquement contraignant, a été signé 6 semaines seulement avant la mort de Robert. Il inclut des clauses spécifiques sur la déchéance de l'héritage pour les membres de la famille qui se livrent à des abus sur personnes âgées, à de l'exploitation financière ou à des tentatives de manipulation de la capacité mentale du testateur. Maître Dubois a sorti un document juridique avec la signature de Robert attestée et notariée. Voici le vrai testament Madame Dubois. Et selon ces termes, Marc et Victoire se sont disqualifiés de tout héritage par leurs propres actions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous héritez de tout. La maison, les investissements, les participations dans les entreprises, la totalité des 53 millions d'euros. Marc et Victoire n'ont rien. La pièce semblait tourner. Rien? Eh bien, pas tout à fait rien. Robert leur a laissé à chacun exactement 1 euro, accompagné d'une explication détaillée de la raison pour laquelle ils sont déshérités. Il voulait s'assurer qu'il n'y ait aucune ambiguïté juridique sur ses intentions. Maître Dubois m'a tendu un autre document, une lettre que Robert avait écrite pour être lue avec le testament. Même à travers mes larmes, je pouvais voir son écriture soignée. À mon fils Marc et à sa femme Victoire, vous m'avez montré que les liens du sang ne signifient rien sans amour et sans respect. Votre cupidité et votre cruauté envers ma femme bien-aimée Hélène vous ont valu cet héritage, la connaissance que vos propres actions vous ont tout coûté. Quand l'apprendront-ils ? Ai-je demandé. À la lecture officielle demain. Ils s'attendront à entendre leurs noms comme principaux bénéficiaires. Au lieu de cela, ils apprendront qu'ils ont été complètement exclus. J'ai pensé à la confiance suffisante de Victoire à la cruauté désinvolte de Marc. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Il y a encore une chose, a dit Maître Dubois. Robert a inclus une disposition selon laquelle si Marc et Victoire tentent de contester le testament ou de vous harceler de quelque manière que ce soit les preuves de leurs crimes financiers, seront remises au procureur de la Lame. République. Sarah Martin a déjà préparé la plainte pénale. Une plainte pénale, Marc a détourné près d'1 demi-million d'euros des comptes de votre mari. Victoire a commis une fraude à la carte de crédit et une conspiration en vue d'un abus sur personnes âgées. Robert a tout documenté, mais il leur a donné un choix. Accepter leur déshérence en silence ou faire face à des poursuites. L'ampleur du plan de Robert était à couper le souffle.
Il ne m'avait pas seulement protégé financièrement. Il avait créé des conséquences pour chaque aspect de leur trahison. « Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?» ai-je demandé. L'expression de maître Dubois s'est adoucie. « Il le voulait, mais il craignait que vous n'essayiez de l'arrêter ou que vous ne révéliez accidentellement quelque chose à Marc. Il savait à quel point vous aimiez votre fils. Malgré tout, je l'aime, ai-je chuchoté. Je l'aime toujours. » Robert le comprenait. C'est pourquoi il a donné à Marc et Victoire de multiples chances de changer de comportement jusqu'à la toute fin. S'ils avaient montré un quelconque soin sincère pour vous, il aurait pu être reconsidéré. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont redoublé de cruauté, convaincus que Robert était trop confus pour les arrêter. « La lecture de demain est à 10h, a dit maître Dubois. Êtes-vous prête pour cela ?» J'ai regardé les preuves de l'amour et de la protection de mon mari étalées sur le bureau. Robert avait passé ces derniers mois non seulement à combattre sa maladie, mais à se battre pour mon avenir. Il avait déjoué 2 personnes qui se croyaient plus intelligentes que lui, et il l'avait fait tout en leur laissant croire qu'il était impuissant. « Oui, ai-je dit, me surprenant de la force dans ma voix, je suis prête. » En quittant le cabinet de maître Jacques Dubois, j'ai réalisé que demain serait plus qu'une simple lecture de testament. Ce serait le moment où Marc et Victoire découvriraient qu'ils avaient joué à un jeu qu'ils avaient déjà perdu contre un adversaire qu'ils n'avaient jamais vraiment compris. La salle de conférence du cabinet Dubois et Associés ressemblait à un tribunal. J'étais assise sur une chaise en cuir en face de Marc et Victoire, les mains jointes sur mes genoux, essayant de ressembler à la veuve impuissante qu'ils s'attendaient à ce que je sois. Maître Dubois était assis en bout de la table polie, le testament de Robert, dans un dossier cartonné devant lui. Victoire s'était habillée pour l'occasion dans un tailleur Chanel noir qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Elle vérifiait son téléphone comme si hériter de 53 millions d'euros n'était qu'un autre rendez-vous dans son emploi du temps chargé. Marc portait un costume sombre que je reconnaissais. Robert le lui avait acheté à Noël dernier, à l'époque où nous croyions encore qu'il était un fils aimant. « Merci à tous d'être venus », commença maître Dubois formellement. « Nous sommes ici pour la lecture du dernier testament de Robert Dubois, signé le 15 février de cette année. » Victoire leva les yeux de son téléphone. Février, c'est seulement 6 semaines avant sa mort. Était-il mentalement compétent pour faire des changements si près de la fin ? J'ai regardé le visage de maître Dubois resté parfaitement neutre. Monsieur Dubois a été examiné de manière approfondie par 2 médecins indépendants avant de signer ce testament. Tous 2 ont certifié sa compétence mentale. Marc se pencha en avant. « De quel genre de changement parlons-nous ? » « Tout sera révélé en temps voulu, » répondit maître Dubois. « Le testament demande spécifiquement qu'il soit lu dans son intégralité avant que toute question ne soit posée. » Il ouvrit le dossier et je remarquai que ses mains étaient stables. Les miennes tremblaient légèrement, alors je les serrai plus fort sur mes genoux. « Je, Robert Dubois, saint de corps et d'esprit, déclare par la présente que ceci est mon dernier testament révoquant tous les testaments et codicilles antérieurs. » Victoire sourit légèrement. Elle pensait savoir ce qui allait suivre. Premièrement, à ma femme bien-aimée, Hélène Dubois, qui a été ma compagne, mon réconfort et ma plus grande joie pendant 43 ans de mariage. J'ai senti les larmes monter et j'ai cligné des yeux pour les retenir. Même dans un document juridique, l'amour de Robert transparaissait. À Hélène, je lègue mes effets personnels, y compris tous les bijoux, photographies et objets de valeur sentimentale. Je lui lègue également la maison au 1247 rue de la Crête d'Érable, ainsi que tous les meubles et son contenu. Marc hocha la tête d'un air approbateur. Cela correspondait à ce qu'ils attendaient, la maison et les objets personnels pour moi, l'argent pour eux. De plus, poursuivit maître Dubois, je lègue à Hélène la somme de 500 000 € pour ses besoins et son confort immédiat. Victoire s'agita sur son siège. 500 000 €, c'était plus que ce qu'ils avaient prévu pour moi, mais cela laissait encore plus de 50 millions pour eux. Maintenant, à mon fils Marc Dubois. Marc se redressa, son expression montrant déjà la suffisance d'une richesse anticipée. À Marc, je lègue la somme de 1 €. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme un coup physique. Marc cligna rapidement des yeux, comme s'il avait mal entendu. « Je suis désolé. Pourriez-vous répéter cela ?» La voix de Victoire était sèche. « 1 €, répéta clairement maître Dubois. « Il doit y avoir une erreur, » dit Marc, sa voix s'élevant. « Relisez-le. » Maître Dubois continua sans tenir compte de l'interruption. « À Victoire Dubois, épouse de mon fils, je lègue la somme de 1 €. » Victoire se leva d'un bond. « C'est ridicule. »
Robert n'était pas compétent. Aucun père ne lègue 1 euro à son fils. Ce testament est invalide. Veuillez vous asseoir, Madame Dubois, dit maître Dubois calmement. Il y a plus. Victoire resta debout, le visage empourpré de colère et d'incrédulité. Marc avait l'air d'être sur le point d'être malade. Le reste de ma succession, continua maître Dubois, y compris tous les comptes, bancaires, portefeuilles, d'investissement, participations dans les entreprises et biens immobiliers non spécifiés, autrement totalisant environ 52,5 millions d'euros. Je le lègue entièrement à ma femme, Hélène Dubois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation, le son lointain de la circulation à l'extérieur, mon propre cœur battant dans mes oreilles. « C'est impossible », chuchota Victoire. De plus, lut maître Dubois, j'inclus l'explication suivante pour ses legs. Il leva les yeux vers Marc et Victoire. C'est une lettre que votre père a écrite spécifiquement pour ce moment. Victoire se rassit lourdement sur sa chaise, le visage pâle. À mon fils Marc et à sa femme Victoire. Au cours de la dernière année, je vous ai regardé, manipulé, trompé et planifié systématiquement la trahison de la femme que j'aime le plus au monde. J'ai documenté votre vol de près de 500 000 euros sur mes comptes. J'ai enregistré vos discussions sur le fait de faire déclarer Hélène mentalement incompétente afin que vous puissiez contrôler ses finances. J'ai des preuves de votre fraude à la carte de crédit et de vos plans élaborés pour l'isoler de ses amis et de sa famille. Les mains de Marc tremblaient maintenant. Il était malade. Il était paranoïaque. Ce n'est pas. Maître Dubois leva une main pour le silence et continua la lecture. Vous croyez que j'étais trop confus par les médicaments pour comprendre ce que vous faisiez. Vous aviez tort. Chaque mot cruel sur Hélène, chaque plan pour voler cette famille. Chaque moment où vous pensiez que j'étais trop faible pour protéger ma femme, j'observais, j'écoutais et je documentais. Le sang-froid parfait de Victoire finit par se fissurer. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes sa famille. Nous nous sommes occupés de lui. Vous vous êtes occupé de vous-même, dis-je doucement parlant pour la première fois depuis le début de la lecture. J'ai entendu les enregistrements Victoire. J'ai vu les relevés bancaires. Elle se tourna vivement vers moi, les yeux flamboyants. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas capable de comprendre. Cet argent devrait aller à des gens qui peuvent réellement l'utiliser de manière productive, de la manière productive dont Marc l'a utilisé quand il l'a volé pour ses entreprises en faillite, ai-je demandé. Marc frappa la table de sa main. Ce n'était pas du vol. Papa savait que j'avais besoin d'aide avec l'entreprise. Savait-il que vous aviez falsifié sa signature sur les autorisations de virement ? Demanda maître Dubois d'un ton neutre. Parce que nous avons une analyse graphologique qui le prouve. C'est un coup monté, dit Victoire, sa voix devenant stridente. Hélène a manipulé un vieil homme malade pour qu'il change son testament. C'est elle qui devrait faire l'objet d'une enquête. Maître Dubois ouvrit un autre dossier. En fait, Madame Dubois, laissez-moi vous faire part de quelque chose d'autre que votre beau-père a inclus dans son testament. Il sortit une photographie et la posa sur la table. Elle montrait Victoire et Marc dans une agence immobilière, clairement visible, à travers la fenêtre, serrant la main d'un agent. « Ceci a été pris 3 semaines avant la mort de votre beau-père, dit maître Dubois à Marc. Vous étiez déjà en train de chercher des biens d'investissement avec de l'argent que vous n'aviez pas encore hérité. » Victoire attrapa la photo. « Cela ne prouve rien. Cela prouve que vous étiez si confiant d'hériter que vous dépensiez déjà l'argent, » répondit maître Dubois. L'agent immobilier est prêt à témoigner que vous avez versé un acompte sur une propriété de 2 millions d'euros, affirmant que vous auriez le paiement intégral dans le mois. Marc avait l'air sur le point de vomir. Nous planifions à l'avance. Ce n'est pas illégal. Non, mais le détournement de fonds est illégal. La fraude à la carte de crédit est illégale. La conspiration en vue d'un abus sur personne âgée est illégale. Maître Dubois sortit encore un autre document. Votre père a inclus des instructions spécifiques sur ce qui devrait se passer si vous contestez ce testament ou tentez de harceler Hélène de quelque manière que ce soit. Quel genre d'instructions ? Demanda Victoire, bien que sa voix suggérât qu'elle craignait déjà la réponse. Toutes les preuves de vos activités criminelles seront remises au bureau du procureur de la République. Sarah Martin, la détective privée que votre père a engagée, a déjà préparé des plaintes pénales contre vous deux.
La couleur quitta le visage de Victoire. Sarah Martin. Vous l'avez rencontrée en fait. C'était l'aide-soignante à domicile que vous pensiez que Robert avait engagée pour ces dernières semaines. Elle a enregistré chaque conversation que vous avez eue dans cette maison. Je me suis souvenu de la femme silencieuse qui avait aidé aux soins de Robert. Je l'avais tout de suite appréciée. Je pensais qu'elle était particulièrement douée pour mettre Robert à l'aise. Maintenant, je comprenais pourquoi. Elle ne s'occupait pas seulement de lui. Elle l'aidait à me protéger. C'est de l'extorsion, dit Marc faiblement. Non, répondit Maître Dubois. C'est la justice. Votre père vous a donné un choix. Acceptez votre héritage d'1 € en silence. Ne contactez plus jamais Hélène. Et vos activités criminelles resteront une affaire de famille privée. Ou contestez le testament et faites face à toutes les conséquences de vos actions devant un tribunal pénal. Victoire était en hyperventilation. Nous avons des droits. Nous avons des droits légaux. Vous avez renoncé à vos droits quand vous avez choisi de voler et de manipuler, dis-je en me levant. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais forte. Robert aimait Marc. Même à la fin, il espérait que tu pourrais changer. Mais tu ne l'as pas fait. Maman, s'il te plaît, dit Marc. Et pendant un instant, il a eu la voix du petit garçon dont je me souvenais. On peut arranger ça. La famille ne devrait pas se battre comme ça. Tu as raison, ai-je dit ? La famille ne devrait pas se voler. La famille ne devrait pas prévoir de faire interner leur mère. La famille ne devrait pas célébrer le diagnostic terminal de leur père comme une opportunité commerciale. Victoire se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Très bien. Vous voulez jouer à ce jeu ? Nous contesterons tout. Nous bloquerons tout ça au tribunal pendant des années. Maître Dubois prit son téléphone. Dois-je appeler le procureur Williams maintenant, ou préférez-vous passer cet appel vous-même lorsque vous serez arrêté ? Vous bluffez, dit Victoire, mais sa voix manquait de conviction. Maître Dubois appuya sur un bouton de son téléphone. Sarah, pourriez-vous apporter les boîtes de preuves ? Madame Victoire Dubois aimerait voir ce que nous allons présenter au procureur. La porte s'ouvrit et une femme que je reconnus comme étant l'aide-soignante de Robert entra poussant un chariot chargé de boîtes d'archives. « Bonjour à nouveau, Madame Dubois », me dit Sarah Martin avec un doux sourire. « Votre mari était très fier de vous. Il a dit que vous géreriez cela avec plus de grâce qu'il n'en méritait. » Victoire fixa les boîtes de preuves. Des mois de vol documentés de manipulation et de conspiration. Le poids de tout cela sembla finalement l'atteindre. « Combien de temps avons-nous pour décider ?» demanda Marc doucement. « La lecture du testament est terminée, dit Maître Dubois. Vous avez 24 heures pour m'informer de votre décision. Accepter les termes en silence ou faire face à des poursuites pénales. » Victoire attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. « Ce n'est pas fini, dit-elle. » Mais sa menace sonnait creux. Marc s'attarda un instant me regardant avec quelque chose qui aurait pu être du regret. « Maman, Tu as fait ton choix, dis-je. Tu l'as fait il y a des mois. » Il hocha lentement la tête et suivit Victoire hors de la salle de conférence. Alors que la porte se fermait derrière eux, je me suis laissé retomber sur ma chaise, soudainement épuisée. Maître Dubois et Sarah organisaient des papiers, mais je suis restée assise, essayant de digérer ce qui venait de se passer. « Madame Dubois. » La voix de Maître Dubois était douce. « Est-ce que ça va ?» Je levai les yeux vers lui, ce jeune avocat qui avait aidé mon mari à orchestrer l'acte d'amour le plus complexe que j'ai jamais vu. « Je crois, dis-je lentement, que je vais mieux que bien. Pour la première fois depuis des mois, je crois que je suis libre. » En sortant de cette salle de conférence, j'ai réalisé que Robert m'avait donné plus que la sécurité financière. Il m'avait donné la preuve que je méritais d'être protégée, que je méritais qu'on se batte pour moi. Demain, je commencerai le premier jour du reste de ma vie. Et pour la première fois depuis des années, cette vie m'appartenait entièrement. 22 heures après la lecture du testament, mon téléphone a sonné. Le nom de Marc est apparu sur l'écran, et pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre. Mais quelque chose en moi avait besoin d'entendre ce qu'il avait à dire. « Maman. » Sa voix était différente, plus petite, vaincue. « Est-ce qu'on peut parler, Victoire et moi ? On aimerait passer. »« Chez moi ?» ai-je demandé. Après tout ce qu'ils avaient fait, ils voulaient retourner sur les lieux de leur tentative de crime. « S'il te plaît, nous devons discuter de la situation. » J'ai regardé autour du salon où, quelques jours auparavant, Victoire m'avait traité de trop vieille pour gérer de l'argent. La même pièce où Marc avait produit des papiers pour me dépouiller de tout ce que Robert et moi avions construit ensemble. 1 heure, ai-je dit. Et Marc n'apporte pas de papier à signer.
Quand ils sont arrivés, le changement dans leur attitude était saisissant. L'assurance de créatrice de Victoire s'était évaporée. Elle semblait plus âgée, son maquillage incapable de cacher les rides de stress autour de ses yeux. Marc ne pouvait pas croiser mon regard alors qu'il s'installait maladroitement sur le canapé où il s'était assis avec tant de suffisance. « Nous avons réfléchi à ce que l'avocat a dit », commença Victoire, sa voix dépourvue de son tranchant habituel. « Aux accusations criminelles ?» Je me suis assise en face d'eux, les mains jointes sur mes genoux attendant. Marc leva finalement les yeux. Depuis combien de temps papa était-il au courant de tout, de ce que nous planifions? Assez longtemps pour me protéger de vous. J'ai gardé ma voix stable, bien que voir la défaite de mon fils ait remué des émotions compliquées. Il a engagé des enquêteurs. Marc, il a enregistré vos conversations. Il était au courant de l'argent volé, des signatures falsifiées, des plans pour me faire interner. Victoire a tressailli. Nous n'avons jamais vraiment essayé de te faire interner, seulement parce que Robert est mort avant que vous ne puissiez finaliser votre plan. J'ai sorti des copies des emails que Maître Dubois m'avait donnés, mais vous aviez déjà contacté le docteur Blanchard. Vous aviez déjà fait des recherches sur des établissements. Vous aviez déjà décidé de mon sort. C'était juste un plan de secours, dit Marc faiblement. Un plan de secours. Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Vous avez prévu de voler mon héritage, de m'isoler de mes amis et de m'enfermer dans une maison de retraite. Quelle partie de cela ressemble à de l'amour pour vous? Le silence a empli la pièce. Victoire fixait ses mains, tandis que Marc luttait avec des mots qui ne venaient pas. Votre père vous a laissé 1 euro à chacun, ai-je continué. Mais il vous a aussi laissé un choix. L'accepter et partir ou faire face à des poursuites pénales pour tout ce que vous avez fait. Les accusations de vol, dit Victoire doucement, sont-elles sérieuses? Assez sérieuses pour que vous puissiez tous les deux faire face à une peine de prison. Je n'avais plus aucune sympathie pour ces craintes. Marc a détourné près d'1 demi-million d'euros. Vous avez commis une fraude à la carte de crédit ensemble. Vous avez conspiré pour commettre un abus sur personne âgée contre un homme en phase terminale. Marc enfouit son visage dans ses mains. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Quand vouliez-vous que ça s'arrête, ai-je demandé. Quand j'aurais été enfermée et que vous auriez dépensé tout l'argent de Robert. Quand je serais morte seule dans un établissement pendant que vous viviez dans le luxe. Nous serions venus te voir, dit Victoire, puis sembla réaliser à quel point cela sonnait pathétique. Comme vous êtes venu me voir après les funérailles de votre père. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre, ayant besoin de distance par rapport à leur présence. Vous avez célébré sa mort, Victoire. J'ai entendu l'enregistrement. Vous avez trinqué au champagne pendant que j'étais en deuil. Nous étions soulagés, a-t-elle admis. Il était malade depuis si longtemps. Il était malade depuis 3 mois. Vous étiez soulagés parce que vous pensiez que vous pouviez enfin vous débarrasser de moi. Le poids de leur trahison s'est abattu sur la pièce comme une couverture suffocante. C'étaient les personnes que j'avais aimées, en qui j'avais eu confiance, que j'avais accueillies dans ma famille, et elles ne m'avaient vu que comme un obstacle à leur cupidité. « Qu'est-ce que tu veux de nous ?» demanda finalement Marc. Je me suis retournée pour leur faire face. « Je veux que vous quittiez ma maison et que vous ne me contactiez plus jamais. C'est tout. » Victoire avait l'air surprise. « Tu ne vas pas porter plainte. Cela dépend entièrement de vous. » Je me suis rassise, mais j'ai gardé mes distances. « Votre père vous a donné une porte de sortie. Prenez votre héritage d'1 euro, partez tranquillement et nous n'aurons plus jamais à nous revoir. » Et l'entreprise demanda Marc. « L'entreprise de construction de papa. Je la dirige depuis 5 ans. Tu l'amènes à la ruine depuis 5 ans. J'ai fait mes devoirs depuis la lecture du testament. L'entreprise que Robert a bâtie vaut maintenant exactement ce que vous héritez de sa succession, 1 euro. » Le visage de Marc s'est décomposé. J'ai essayé de la faire fonctionner. L'économie, la concurrence. Tu as essayé de l'utiliser comme ta tirelire personnelle. Chaque fois que l'entreprise gagnait de l'argent, tu le transférais sur tes comptes personnels pour des dépenses professionnelles qui étaient en réalité des vacances et des achats de luxe. Victoire s'est agitée et mal à l'aise. Elle avait été la bénéficiaire de nombreuses de ces dépenses professionnelles. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Vous signerez pour céder tous les actifs restants de l'entreprise pour régler les dettes de la société. Vous rendrez les cartes de crédit que vous avez utilisées frauduleusement et vous disparaîtrez de ma vie.
Et notre maison, demanda Victoire. L'hypothèque dépend du travail de Marc dans l'entreprise. Vous auriez dû y penser avant de décider de voler son père mourant. Je ne ressentais aucune sympathie pour leurs problèmes financiers. Vous êtes tous les deux assez jeunes pour recommencer, trouver du travail, construire quelque chose d'honnête pour une fois. Marc a regardé autour du salon, observant les photos de famille sur la cheminée, les meubles confortables que Robert et moi avions choisi ensemble la vie qu'il avait essayé de me voler. « Je suis désolée, maman », a-t-il dit. Et pour la première fois depuis leur arrivée, sa voix semblait sincère. « Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolée. »« Pour quelle partie ?» ai-je demandé. « Pour avoir volé ton père, pour avoir prévu de me faire interner, pour avoir célébré sa mort ou juste pour t'être fait prendre ?» Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Victoire s'est levée brusquement. « Nous devons en discuter en privé. C'est une grande décision. »« Non, » ai-je dit fermement. « Il n'y a rien à discuter. Vous avez jusqu'à demain matin pour informer Maître Dubois de votre décision. Accepter les termes de l'héritage ou faire face à des poursuites pénales. Tu vas vraiment détruire ton propre fils. » Le masque de Victoire est tombé, révélant la femme calculatrice en dessous. Que penserait Robert si tu envoyais Marc en prison? Robert est celui qui a rassemblé les preuves contre lui. Je me suis levée, ma patience finalement épuisée. C'est lui qui a préparé les plaintes pénales. Même en mourant, ton mari a été un meilleur père que ce que vous méritiez tous les deux. Ce n'était pas mon mari, a-t-elle lâché. C'était mon beau-père. Et c'était un vieil homme autoritaire qui ne supportait pas l'idée que quelqu'un d'autre ait de l'influence sur son précieux fils. Le venin dans sa voix a révélé ce que je soupçonnais depuis le début. Victoire avait détesté. Robert avait été irrité par sa place dans la vie de Marc et avait vu sa mort comme une libération plutôt qu'une perte. « Dehors », ai-je dit doucement. « Hélène », commença Marc. « Sortez de ma maison. Vous avez votre choix à faire. Faites-le ailleurs. » Ils sont partis sans un autre mot. Les talons de Victoire claquant avec colère sur le parquet. Marc la suivant comme une ombre vaincue. Après leur départ, je me suis assise dans le fauteuil préféré de Robert et j'ai sorti la dernière lettre qu'il m'avait laissée, celle que Maître Dubois m'avait donnée en privé après la lecture du testament. « Ma très chère Hélène, » commençait-elle. « Si tu lis ceci, cela signifie que tu leur as fait face et que tu les as renvoyés. Je suis fière de toi, même si je ne suis pas là pour te le dire. » La lettre continuait en expliquant davantage son raisonnement, sa douleur, en découvrant la vraie nature de Marc, sa détermination à me protéger de leur cruauté. Je sais que tu te demandes si nous aurions dû essayer plus fort de le joindre, de réparer ce qui n'allait pas dans son éducation. Mais certaines personnes choisissent leur chemin, Hélène. Marc a choisi la cupidité plutôt que l'amour, la manipulation plutôt que l'honnêteté. Ce n'était pas notre échec, c'était le sien. Robert avait inclus des instructions pour ma nouvelle vie, des informations sur les comptes bancaires, les coordonnées de conseillers financiers, en qui il avait confiance, des suggestions sur la manière d'utiliser la richesse pour m'apporter de la joie plutôt que du stress. « Ne laisse pas leur trahison te rendre amère », continuait la lettre. « Tu as des décennies devant toi et tu mérites de les passer avec des gens qui apprécient ta gentillesse, ton intelligence, ton beau cœur. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là pour partager ces années avec toi, mais je reposerai plus tranquillement en sachant que tu es libre de trouver le bonheur à tes propres conditions. » Le dernier paragraphe m'a fait pleurer. Tu n'as jamais été trop vieille pour mériter l'amour, le respect et la sécurité. Ne laisse personne, pas même notre fils, te convaincre du contraire. Tu mérites d'être protégée, chérie, et qu'on se batte pour toi. J'espère que mon dernier acte, en tant que mari, te l'a prouvé. En pliant soigneusement la lettre, j'ai réalisé que Robert m'avait donné plus que l'indépendance financière. Il m'avait donné la validation, la preuve que je méritais le plan élaboré qu'il avait construit pour me protéger. Après des mois à m'entendre dire que j'étais trop vieille, trop confuse, trop dépendante, j'avais enfin la preuve que j'étais assez précieuse pour que quelqu'un se batte pour moi. Le téléphone a de nouveau sonné, interrompant mes pensées. Cette fois, c'était Maître Dubois. « Madame Dubois, je voulais vous informer que Marc et Victoire viennent d'appeler. Ils ont accepté les termes du testament. Pas de contestation, pas de contact ultérieur avec vous, et ils restitueront tous les biens qui appartiennent légitimement à la succession. » J'ai senti un poids se soulever de mes épaules que je n'avais même pas réalisé que je portais. « Il y a une dernière chose, » continua Maître Dubois. « Sarah Martin m'a demandé de vous transmettre un message de votre mari.
Il voulait que vous sachiez qu'il avait caché quelque chose de spécial pour que vous le trouviez quand vous seriez prête. Vérifiez derrière la lame de parquet, l'âge dans son bureau sous le tapis d'Orient. Après avoir raccroché, je suis allée dans le bureau de Robert et j'ai déplacé le lourd tapis qu'il aimait tant. Effectivement, l'une des lames de parquet était légèrement surélevée. En dessous, enveloppée dans du plastique imperméable, se trouvait une petite boîte en bois que je n'avais jamais vue auparavant. À l'intérieur se trouvaient des lettres des dizaines, toutes s'adressaient à moi, de l'écriture de Robert. Toutes datées pendant sa maladie. Des lettres d'amour qu'il avait écrites, quand il pensait que je ne regardais pas, quand il était censé faire la sieste ou se reposer. La première était datée d'1 semaine seulement après son diagnostic. Ma chérie Hélène, je n'ai pas peur de mourir, mais je suis terrifiée à l'idée de te laisser vulnérable face à des gens qui te feraient du mal. Je te promets que je trouverai un moyen de te protéger, même après mon départ. Chaque lettre relatait sa prise de conscience croissante de la trahison de Marc et Victoire, sa douleur en découvrant leur vraie nature et sa détermination à me protéger de leur cruauté. Mais plus que cela, elles étaient remplies de souvenirs de notre vie ensemble, d'expressions d'amour et de gratitude pour les 43 années que nous avions partagées. La dernière lettre avait été écrite quelques jours seulement avant sa mort. Hélène, mon temps est presque écoulé, mais mon amour pour toi survivra à tout ce que Marc et Victoire essaieront de nous faire. Tu m'as donné les meilleures années de ma vie. Maintenant, laisse-moi te donner la liberté de profiter des années qu'il te reste. Assise, entourée des dernières lettres d'amour de Robert, j'ai compris que demain ne serait pas seulement le premier jour de ma nouvelle indépendance financière. Ce serait le premier jour du reste de ma vie, une vie où je n'aurais plus jamais à remettre en question ma valeur ou à accepter la cruauté de quiconque. Robert s'en était assuré. 6 mois après la lecture du testament, je me tenais dans le jardin de ma nouvelle maison, regardant le lever du soleil peindre les montagnes de teintes dorées et roses. La maison était plus petite que la grande demeure que Robert et moi avions partagée, mais elle était mienne d'une manière complètement différente. Chaque choix des murs jaunes pâles de la cuisine au coin lecture, près de la plus grande fenêtre, reflétait mes propres préférences, plutôt que ce que quelqu'un d'autre attendait de moi. Le déménagement avait été libérateur d'une manière que je n'avais pas anticipée. Laisser derrière moi la maison où Marc et Victoire avaient comploté contre moi, c'était comme faire peau neuve. Ici, dans cette charmante meulière, avec un petit jardin en banlieue, je pouvais enfin respirer. Ma routine matinale avait également changé. Au lieu de me réveiller avec l'anxiété de la prochaine manipulation qui m'attendait, je me réveillais excitée par la journée à venir. Aujourd'hui, comme chaque mardi, depuis 3 mois, je faisais du bénévolat au centre, pour seniors du centre-ville, donnant des cours d'aquarelle à des personnes qui, comme moi, avaient découvert qu'avoir 64. 1 an signifiait qu'on ne faisait que commencer. L'ironie ne m'échappait pas. Victoire avait insisté sur le fait que j'étais trop vieille pour gérer mes propres affaires. Pourtant, je gérais non seulement mon héritage substantiel, mais je l'utilisais pour enrichir la vie d'autres personnes. Le fonds de bourse que j'avais créé pour les personnes âgées retournant à l'université avait déjà aidé 12 personnes à poursuivre des rêves qu'elles pensaient hors de portée. En sirotant mon café et en revoyant mes plans pour la journée, le téléphone a sonné. Pendant une fraction de seconde de vieille peur, on refait surface. Serait-ce Marc ou Victoire essaie-t-il une fois de plus de se frayer un chemin dans ma vie? Mais l'afficheur indiquait Dominique, ma plus vieille amie, qui appelait pour son bonjour matinal habituel. « Comment va la femme libre aujourd'hui ?» demanda Dominique, sa voix chaude d'affection. Elle avait été l'une des rares personnes à voir clair dans les manipulations de Victoire depuis le début, même si j'avais été trop aveugle pour écouter ses avertissements à l'époque. Libre, et de plus en plus libre, chaque jour ai-je répondu, m'installant dans le siège près de la fenêtre, d'où je pouvais observer les oiseaux à mes nouvelles mangeoires. Je vais à la galerie cet après-midi pour voir des espaces pour l'exposition d'art. L'exposition d'art avait été l'idée de Dominique. « Tu as recommencé à peindre », avait-elle dit le mois dernier, en regardant les toiles qui s'accumulaient dans ma chambre d'amis. « C'est magnifique, Hélène. Les gens devraient voir ça. » J'avais d'abord hésité. Exposer mon art me semblait vulnérable exposé. Mais j'ai alors réalisé que la vulnérabilité n'était qu'une autre forme de liberté. La liberté de partager des parties de moi que j'avais gardées cachées pendant des années. Des nouvelles d'eux. Tu sais qui ? Demanda Dominique prudemment. Elle n'utilisait plus jamais le nom de Marc se référant à lui uniquement comme tu sais qui avec le même ton qu'elle pourrait utiliser pour une maladie désagréable. Rien.
Maître Dubois dit qu'ils ont déménagé à Lyon, un nouveau départ apparemment. J'avais entendu par des connaissances communes que Marc avait accepté un poste dans une entreprise de construction, la barre recommençant tout en bas de l'échelle. Victoire travaillait comme vendeuse dans un grand magasin. L'humilité qu'il s'était infligée était complète. « Bon débarras », dit fermement Dominique. « Tu mérites la paix. » Après avoir raccroché, j'ai fini mon petit déjeuner et je me suis préparée pour mon service de bénévolat. Le centre pour seniors était devenu plus qu'un simple endroit où donner de mon temps. C'était devenu une communauté de personnes qui comprenaient que la vie ne s'arrêtait pas à la retraite, qu'il y avait encore des aventures à vivre, des relations, à construire des rêves à poursuivre. Au centre, je préparais le matériel pour le cours d'aquarelle quand Marguerite s'est approchée de moi. Marguerite avait 78 ans, était veuve depuis 5 ans et s'était inscrite au cours d'art parce que sa fille insistait sur le fait qu'elle avait besoin d'activités adaptées à son âge. « Hélène, dit Marguerite, sa voix excitée, j'ai des nouvelles. J'ai montré mes peintures à ma petite fille et elle veut les exposer dans son café. Elle dit que les gens paieraient pour les avoir. » J'ai souri à l'enthousiasme de Marguerite. 6 mois auparavant, elle était convaincue que ses jours créatifs étaient derrière elle. Maintenant, elle planifiait sa première vente d'art. « C'est merveilleux, Marguerite. Vous avez trouvé votre voie. » Ma voix, répéta-t-elle pensivement. « J'aime ça. Pendant tant d'années, j'ai laissé les autres me dire ce que je devais vouloir, ce que je devais faire. Mon mari, mes enfants, même mon médecin. Mais ces peintures, elles sont à moi. » Au fur et à mesure que le cours avançait, j'ai regardé 12 seniors découvrir la joie de mélanger les couleurs, de créer quelque chose de beau de leurs propres mains. Beaucoup d'entre eux étaient comme Marguerite, des personnes à qui les membres de leur famille avaient dit qu'elles étaient trop vieilles pour de nouvelles activités, trop ancrées dans leurs habitudes pour changer. Hélène appela Franck un ingénieur à la retraite dont la famille avait essayé de le convaincre de déménager en résidence pour personnes âgées après la mort de sa femme. Ce violet n'a pas l'air bien. Qu'est-ce que je fais de mal ? Je me suis approchée pour examiner son travail à un paysage du parc où lui et sa défunte femme avaient l'habitude de se promener. « Vous ne faites rien de mal, Franck. Vous apprenez simplement quelle couleur vous parle. » Essayez d'ajouter une touche de bleu. Franck était devenu l'une de mes réussites préférées. 6 mois auparavant, ses enfants adultes le pressaient de vendre sa maison et de déménager dans un établissement parce qu'ils s'inquiétaient de le voir vivre seul. Maintenant, il prenait des cours d'art, avait rejoint un groupe de randonnée et sortait avec une charmante femme nommée Odile du club de lecture. « Mes enfants ne comprennent pas pourquoi je ne veux pas déménager aux Chênes Dorés », m'avait-il confié la semaine dernière. Ils n'arrêtent pas de dire que ce serait plus facile pour tout le monde. Mais plus facile pour qui ? Pas pour moi. J'avais encouragé Franck à tenir bon de la même manière que Robert m'avait encouragé à tenir bon contre les personnes qui voulaient contrôler mes choix. Après le cours d'art, je suis allée dans le quartier des galeries du centre-ville pour rencontrer Maria Santos, la propriétaire de la galerie Aurore. Maria était une femme dynamique d'une 50aine d'années, spécialisée dans la présentation d'œuvres d'artistes de plus de 60 ans. La société a cette étrange notion que la créativité atteint son apogée dans la jeunesse, m'avait dit Maria lors de notre première rencontre. Mais d'après mon expérience, certaines des œuvres les plus puissantes proviennent de personnes qui ont vécu assez longtemps pour comprendre ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, nous finalisions les plans pour ma première exposition solo. Le thème était « Seconde chance ». Des peintures que j'avais créées depuis la mort de Robert, chacune représentant un aspect de mon parcours de victime à survivante, à quelqu'un qui s'épanouissait véritablement. Celle-ci, dit Maria, s'arrêtant devant une toile que j'avais peinte le mois dernier. Elle montrait un oiseau s'échappant d'une cage dorée, les ailes grandes ouvertes, contre un ciel plein de possibilités. Ce sera votre pièce maîtresse. Il y a tellement d'émotions dedans. J'ai étudié la peinture, me souvenant du jour où je l'avais créée. J'avais pensé aux lettres d'amour de Robert, à la façon dont il s'était battu pour me donner des ailes alors même qu'il était en train de mourir. L'oiseau dans la peinture ne s'échappait pas seulement. Il célébrait sa liberté. Je veux donner 20% des ventes au centre pour seniors, ai-je dit à Maria, pour leur programme artistique. C'est généreux, sourit Maria, mais pas surprenant. J'ai entendu parler de votre fonds de bourse. La nouvelle de mes diverses initiatives caritatives s'était répandue. C'était étrange d'être connu pour donner plutôt que pour prendre, pour construire plutôt que pour détruire. Victoire s'était trompée sur tant de choses, mais peu.
Être que sa plus grande erreur était sa conviction que les personnes âgées ne pouvaient pas avoir un impact significatif. En rentrant chez moi cet après-midi-là, j'ai fait un détour par la maison que Robert et moi avions partagée. De nouveaux propriétaires s'étaient installés, une jeune famille avec de jeunes enfants. Je pouvais voir des jouets éparpillés dans la cour des vélos sur le porche. La maison avait l'air heureuse, à nouveau vivante, d'une manière qu'elle n'avait pas été pendant ces derniers mois où elle était remplie de l'énergie toxique de Marc et Victoire. Je n'ai ressenti aucune tristesse en la regardant maintenant, seulement de la gratitude. Cette maison avait abrité mon mariage, élevé mon fils, et finalement révélé la vérité sur les personnes de ma vie. Maintenant, elle servait une nouvelle famille, tout comme je servais un nouveau but dans ma propre vie. De retour à la maison, je me suis versé un verre de vin, et je me suis assise sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes de teintes brillantes d'orange et de violet. Le silence était complet. Pas d'appel téléphonique, manipulateur, pas de culpabilisation, personne ne remettant en question mes décisions ou ma valeur. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah Martin, l'enquêtrice qui avait aidé Robert à me protéger. Elle prenait de mes nouvelles de temps en temps, en partie par courtoisie professionnelle et en partie par amitié sincère. J'ai vu l'annonce de ton exposition dans le journal. Robert serait si fier. J'ai répondu, il m'a donné la liberté de découvrir qui je suis vraiment. Tu as toujours été cette personne, fut sa réponse. Tu avais juste besoin que quelqu'un dégage les obstacles pour que tu puisses briller. Alors que l'obscurité s'installait sur les montagnes, j'ai sorti une des lettres de Robert, non pas pour pleurer, mais pour me souvenir. Ces mots étaient devenus une source de force plutôt que de chagrin, me rappelant que l'amour ne s'arrête pas avec la mort. Il se transforme en quelque chose qui continue de protéger et de guider. Tu mérites d'être protégée, chérie, et qu'on se batte pour toi, ai-je lu à haute voix à l'air du soir. J'espère que mon dernier acte en tant que mari te l'a prouvé. Il l'avait prouvé au-delà de tout doute. Mais plus que cela, le plan de Robert me l'avait prouvé à moi-même. Après 64 ans, à m'entendre dire, par diverses personnes, que j'étais trop jeune, trop vieille, trop naïve, trop dépendante, je connaissais enfin ma propre valeur. L'exposition d'art était prévue pour le mois prochain. Mes peintures seraient accrochées dans une vraie galerie avec mon nom sur une plaque et des gens paieraient pour les ramener chez eux. À 64 ans, j'allais avoir ma première exposition solo. Marguerite avait eu raison de parler de trouver sa voie. Pendant trop d'années, j'avais laissé les autres parler pour moi. Mes parents quand j'étais jeune, Robert quand j'étais mariée et enfin Marc et Victoire quand j'étais en deuil. Mais le dernier cadeau de Robert n'avait pas été seulement l'argent ou la sécurité. C'était l'espace pour découvrir que j'avais une voix propre et que cette voix avait quelque chose de précieux à dire. Demain, j'enseignerai un autre cours d'aquarelle, je continuerai à planifier l'exposition et être que je commencerai ce roman auquel je pensais, il y aurait un déjeuner avec Dominique, un cours de yoga au centre communautaire et un dîner avec Franck Odile et quelques-uns des autres amis que je m'étais fait depuis que j'avais revendiqué mon indépendance. À 64 ans, je ne faisais que commencer. L'air de la montagne était vif et pur, portant l'odeur du pain et des possibilités. Au loin, je pouvais voir des lumières commencer à scintiller dans les maisons où d'autres personnes s'installaient pour la soirée, d'autres personnes qui pourraient faire face à leur propre lutte avec des membres de leur famille qui les sous-estimaient. D'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la liberté plutôt que la sécurité, l'authenticité plutôt que l'approbation. J'ai souri en pensant au titre que j'avais choisi pour mon exposition Floraison tardive, une célébration des secondes chances. Victoire s'était trompée sur presque tout, mais elle s'était particulièrement trompée sur une chose. Je n'étais pas trop vieille pour recommencer. J'avais exactement le bon âge pour commencer. En fermant ma maison et en me préparant pour la nuit, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre difficile de ma vie. C'était le début de l'histoire que j'avais toujours été destinée à écrire. Une histoire où l'héroïne découvre que les plus beaux jardins fleurissent souvent dans des saisons inattendues et que parfois le plus grand cadeau que l'on puisse se faire est le courage de planter de nouvelles graines, même lorsque d'autres insistent sur le fait que la saison de croissance est terminée. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place ? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ?
Commentez ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de notre chaîne et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.